Bonsoir, bienvenue à The Camp pour cette belle soirée organisée avec le Conseil de l'Ordre des médecins et Madame Dominique Laurence, la procureure de la République du parquet de Marseille. Prenez place dans l'amphithéâtre, n'hésitez pas à vous installer où vous le souhaitez. Il y a des places réservées sur la droite, mais sinon l'ensemble de l'amphithéâtre est pour vous et il y a même de la documentation que vous pouvez prendre, notamment le programme de la soirée et un PowerPoint que l'on a mis à votre disposition sur le thème des violences familiales. Merci Jacques. Jacques Roméo. Jacques, tu m'entends? Parfait. C'est Marie Roméo. Ok, merci.
Sébastien. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. C'est un privilège de vous présenter mes remerciements ce soir. 20 mois, jour pour jour, après notre premier jeudi de l'ordre, ce soir, par votre participation, vous nous avez permis, nous, conseillers ordinaux, de tenir un de nos engagements. Nous nous étions engagés à nous rapprocher des quelques 6000 médecins hors Marseille, mais inscrits au CD. Merci. Je remercie Madame Rubirola, le docteur Rubirola, premier adjoint à la mairie de Marseille. Merci Nathalie Tessier, conseillère municipale à la mairie de Marseille. Vous êtes en charge des droits des femmes et de la lutte contre les violences conjugales. Merci. Merci Madame Dominique Laurence, procureure de la République du tribunal judiciaire de Marseille. Merci Fatih, merci docteur Fatih Makrimi, conseillère ordinale. Merci le docteur Vanina Charer. Merci le docteur Guillaume Gorincourt, vice-président du CD et entre autres en charge au CD de la communication. Bienvenue docteur Vanina Graziani d'Arteron. On vous attendait pour commencer. Merci Marie-Dominique. Juste être très bref pour remercier à nouveau tous d'être là. On est très émus parce que c'est le premier jeudi hors les murs. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur de nous rapprocher de tous les médecins du département. Donc c'est une première. On est près d'Aix. On ne dira pas que c'est Aix ici parce que sinon on va vexer les médecins aixois. Donc on est prêt, on est dans la région aixoise. Donc on fera d'autres événements hors les murs. Et puis on essaiera d'aller dans d'autres endroits du département parce que ça nous tient à cœur et on pense que le conseil doit être près de vous. Donc sans vous prendre plus de temps, je vais avec un grand honneur vous présenter la soirée, puis je rajouterai un petit élément. Donc Madame Dominique Laurence, procureure de la République, va commencer la présentation, puis Fatima Krimi, comme l'a dit Marie-Dominique, qui est conseillère ordinale et médecin légiste, et puis Vanina Charer, qui est gynécologue obstétricienne et référente violences faites aux femmes de l'association Gynéco Sans Frontières. On a la chance d'avoir avec nous également aujourd'hui Marie-Ange Génaudi, qui est pédiatre et très impliquée dans les violences aux enfants. Donc, après les présentations, il viendra nous faire une petite présentation aussi spécifiquement sur l'enfance en danger. Vous avez sur toutes vos fauteuils un petit livret où il y a beaucoup d'informations pratiques. Donc, vous aurez beaucoup de choses là-dedans. On y reviendra. Et puis, pour finir, remercier tous les conseillers ordinaux du département, les titulaires, les suppléants, pour leur implication. C'est très précieux pour nous, l'implication de chacun, et puis toute l'équipe des agents administratifs. Simon en particulier, pour l'énergie, je ne sais pas comment, incommensurable qu'il met dans tout ça. Et puis Barbara, et puis Alexandra, et puis tous ceux qui sont là, et tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui sont en distanciel aussi. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à Madame Dominique Laurence, si vous voulez bien venir. Je vais vous donner le micro et la petite zapette. Je vais vous mettre là-bas si vous voulez, bien sûr. J'ai plutôt l'habitude de parler de vous. Vous avez le micro, et ça c'est pour passer le... Ah mais ça j'ai rien, moi j'ai pas de diapo. Moi j'attends toujours, j'arrive sans diapo. Je suis désolée, moi j'ai jamais de diapo. Voilà, jamais le temps de préparer des diapos. Désolée. Voilà, écoutez, moi je suis Dominique Laurence, je suis procureure de la République au tribunal judiciaire de Marseille depuis février 2020 maintenant. Donc je suis arrivée à un moment donné où voilà, nous sortions du Grenelle donc, des violences conjugales qui, je pense, a beaucoup mobilisé également tout le secteur médical, mais qui nous a beaucoup mobilisés.
Et nous commencions donc à avoir un certain nombre de textes et à avoir un certain nombre de directions d'action qui arrivaient donc suite à ce Grenelle des violences conjugales. Je voudrais quand même rappeler que ce Grenelle des violences conjugales, c'est quand même pas la première fois qu'il y avait véritablement une prise en compte de cette problématique dans notre pays, puisque la première grande législation concernant donc les violences conjugales, c'est 1994 avec le nouveau code pénal qui entre en vigueur et qui va marquer le premier texte, le tout premier texte, qui fixe une aggravation de l'infraction de violence dès lors que celle-ci est commise par un conjoint, un concubin. Et au fur et à mesure des législations, bien évidemment, le texte va s'agrémenter avec le fait que les faits sont commis par un partenaire lié par un PACS, puis ensuite de nouveaux textes sur la qualité d'ex-conjoint ou d'ex-concubin ou d'ex-partenaire lié par un PACS. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu de très très nombreuses législations qui sont intervenues au cours des années, des législations vraiment très très importantes, qui ont été bien sûr soutenues par des circulaires du garde des Sceaux, des circulaires importantes qui fixent toujours dans nos priorités d'action la priorité donc des violences au sein du couple, la lutte contre les violences au sein du couple. On parle moins souvent des violences concernant les enfants. C'est vrai qu'elles sont passées un petit peu au second plan, mais elles restent pour nous écoutez, je m'excuse, mais je vais l'enlever. Elle reste notre priorité absolue d'action. Et je suis en train d'élaborer donc une directive pour les services de police et de gendarmerie, leur rappelant quelles sont les priorités de politique pénale donc, du parquet de Marseille. Et la première des priorités en ce qui nous concerne, ce ne sont pas les violences conjugales, mais ce sont les violences et les atteintes sexuelles sur les enfants. Voilà. C'est un petit peu perdu de vue. Ce sont des choses qui finalement passent maintenant derrière un certain nombre de thématiques. Ça a été des choses très importantes qui ont été déclinées beaucoup au sein de l'institution judiciaire. Ça l'est toujours, ça reste toujours notre priorité. Je sais qu'il y a quelqu'un de la CRIP, je crois, qui est présent dans cette salle. Voilà. Mais sachez que c'est quelque chose qui est toujours fixé dans le cadre de nos priorités. Ce sont d'autant plus nos priorités, ces deux typologies de comportement et d'infraction, que cela devient véritablement pour nous, au niveau du parquet, des contentieux extrêmement problématiques par la masse qu'ils représentent et donc par les comportements qui remontent vers l'autorité judiciaire et donc vers le parquet. Peut-être pour vous donner quelques chiffres vraiment très, très rapidement, mais qui, à mon sens, sont quand même particulièrement inquiétants. Nous avons fait donc, j'ai retracé donc sur les 5 premiers mois de l'année 2021, de l'année 2020 et de l'année 2019. Donc nous n'avons pas des statistiques qui sont très très perfectionnées, très très performantes, mais je trouve que quand même par leur tendance, elles démontrent véritablement des évolutions assez inquiétantes ou peut-être positives, ça dépend de quelle manière on se place. Sur les violences par conjoint et concubin, pour vous donner quand même la croissance exponentielle de ce contentieux, en 2019, donc sur les 5 premiers mois de l'année, nous avions enregistré 528 affaires, 588 en 2020, 1350 cette année. En ce qui concerne donc les mauvais traitements et violences sur mineurs, alors là, c'est aussi une thématique qui est en explosion, puisque nous avions en 2019 268 affaires enregistrées, 229 l'année dernière, 512 cette année. En ce qui concerne les viols sur mineurs, et ça c'est un vrai sujet de préoccupation,
Nous en avions donc 62 en 2019, 62 également, bon, je pense que le chiffre est bon, en 2020, et nous en avons cette année 127 qui ont été enregistrés au niveau de mon parquet. Les agressions sexuelles sur mineurs, c'est exactement la même chose, avec peut-être une petite diminution entre 2019 et 2020, 137 en 2019, en 2020, 93, et cette année, nous sommes déjà à 189 agressions sexuelles sur mineurs enregistrées dans les affaires traitées par mon parquet. Donc on voit qu'on est sur des contentieux extrêmement prégnants, extrêmement importants. Les chiffres sont plus importants que les chiffres concernant les trafics de stupéfiants. Hein, donc ce qui est quand même, assez parlant. Alors notre thématique aujourd'hui, bien évidemment, c'est la prise en charge médicale des violences familiales. Alors on m'a demandé d'intervenir auprès de vous, bon, peut-être pour vous transmettre un certain nombre de messages qui sont importants sur les thématiques que nous traitons. Le premier message, bien sûr, que je souhaite vous passer, c'est que le médecin, l'infirmière, la sage-femme, tous les personnels de santé sont des maillons de la chaîne qui vont aboutir au signalement d'un certain nombre d'affaires et à la prise en charge des femmes, des enfants qui sont victimes d'un certain nombre de comportements dans leur vie familiale. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce que vous êtes un maillon de la chaîne déjà, parce que vous allez, au travers le contact privilégié que vous avez avec vos patients, avec bien évidemment les enfants que vous recevez, vous allez être en capacité bien évidemment de discerner un certain nombre de choses, mais aussi peut-être de passer déjà un certain nombre de messages et de rassurer la personne et de l'amener à bien se positionner dans un environnement qui est quand même extrêmement compliqué pour tout un chacun, mais dans lequel il y a un certain nombre de ressources que vous connaissez ou de ressources que voilà, vous apprenez à connaître au fur et à mesure des formations professionnelles auxquelles vous assistez. Mais voilà, le médecin, c'est souvent la première personne vers qui on va se tourner quand on a un problème de santé. Et quand on a un problème de santé, souvent dans le cadre de ce type de violence au sein de la famille, on voit bien que le problème de santé n'est pas forcément tout de suite présenté comme un problème de santé en lien avec des violences subies au sein du couple ou au sein de la famille. Donc le rôle du médecin et le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est que bien évidemment, il faut au travers alors je vais dire un terme, l'interrogatoire, ou en tout cas les éléments que vous allez recueillir auprès de la personne. Je crois véritablement qu'à un moment donné, il faut rentrer dans l'idée que cette question de êtes-vous victime de violences au sein de votre couple, au sein de la famille, ça doit devenir une interrogation assez classique dans l'interrogatoire de présentation que vous allez faire pour déterminer exactement où en est la situation de la personne que vous avez en face de vous et avant de passer peut-être à un examen médical. Voilà, moi je sais pas, j'étais cliente de médecins. On a un certain nombre de questions. Avez-vous subi des opérations? Êtes-vous allergique à certains médicaments? Présentez-vous, avez-vous subi un IVG? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on vous demande, qu'on demande à une femme dans le cadre du déroulé de l'interrogatoire. Du médecin. Et je pense qu'à un moment donné, maintenant, il faut effectivement que cette phrase vienne de manière très naturelle, de manière très neutre. Voilà, il n'y a pas de connotation, mais en tout cas, ça doit venir dans le déroulé, parce que ce qu'on voit effectivement, c'est que plus finalement cette question devient
naturel et très neutre dans ce qui se passe, plus finalement c'est facile de se dire ah ben oui tiens on m'interroge là-dessus. Finalement ça fait partie du déroulé d'un certain nombre de questions. Donc ça, voilà, le premier message que je souhaiterais vous faire passer, c'est que vous devez vous interroger aussi dans vos pratiques professionnelles sur, voilà, il faut intégrer maintenant cette question, voilà, voilà, dans le cadre de la prise en charge d'une personne. Il faut d'autant plus effectivement voilà, s'y arrêter lorsque on voit un certain nombre souvent de symptômes qui font penser qu'il peut y avoir d'autres choses. Hein. On voit effectivement beaucoup de femmes qui viennent consulter sur un certain nombre de prises en charge, de demandes de prise en charge et qui, bon, au final, ne présentent pas véritablement voilà, de choses très particulières sur le plan médical, mais qui peut-être témoignent voilà, d'une vie ou de symptômes tout autres dans lesquels il faut absolument que vous rentriez un petit peu plus avant dans l'interrogatoire. Le message aussi que je souhaite vous faire passer, c'est que lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui vient vous révéler un certain nombre de choses, parce que souvent c'est ça, hein, c'est-à-dire une victime vient se présenter au médecin parce que soit elle souhaite déposer plainte, soit elle souhaite tracer ce qui lui est arrivé en termes de violence, soit parce que tout simplement elle s'est trouvée dans le cadre d'une prise en charge par un service de police ou de gendarmerie qui lui a demandé de faire constater un certain nombre de choses sur le plan médical. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments que vous devez bien avoir présents à l'esprit pour l'aider, en tout cas lui donner les bons messages. Le bon message déjà qu'il faut faire passer, c'est vous n'avez pas besoin d'un certificat médical pour déposer plainte. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Hein. Une personne peut déposer plainte sans avoir un certificat médical d'un médecin. Voilà. Donc, la personne qui vient vous dire, en fait, on m'a dit qu'il fallait d'abord un certificat médical pour aller au service de police. Bon, bien évidemment, il n'est pas question de lui dire, écoutez, madame, non, je ne vous le donne pas, allez-y d'abord et revenez. Mais il faut vraiment que les personnes sortent de l'idée qu'on ne peut se présenter dans un service de police ou de gendarmerie qu'un certificat médical en main pour venir attester un certain nombre de choses. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est ce que j'ai coutume de dire, paradoxalement, c'est vrai que c'est quand même très utile, un certificat médical. C'est très utile parce qu'on rentre dans une logique procédurale, on rentre dans une logique pénale. Donc nous avons besoin, bien sûr, d'un certain nombre d'éléments qui vont venir soutenir une procédure pénale, qui est toujours une procédure à charge et à décharge. Donc on va rechercher au travers les éléments concrets que nous allons pouvoir obtenir dans la procédure, des éléments, et l'élément médical, bien évidemment, est un élément essentiel dans la procédure parce qu'il va venir corroborer un certain nombre le témoignage, les propos qui sont tenus par la victime sur ce qui lui est arrivé. Donc ce certificat médical, voilà, pas essentiel, pas en tout cas obligatoire avant de déposer plainte, mais c'est quelque chose bien évidemment qui est essentiel pour la victime. C'est essentiel à plusieurs titres et je pense qu'il faut que vous ayez bien conscient à l'esprit que la situation d'une femme victime de violences conjugales, mais je pense que vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises, est une situation extrêmement complexe dans laquelle il est très compliqué pour elle, premièrement, de comprendre sa situation de victime. Lorsqu'elle arrive en vous demandant un certificat médical parce qu'elle vient d'être victime d'un certain nombre de violences, c'est que déjà elle a franchi, je pense, énormément de caps sur le plan psychologique pour aboutir à ça. C'est-à-dire qu'enfin, elle se sent réellement victime de comportements de violence, que ce soit d'ailleurs des violences physiques ou des violences psychologiques.
Voilà. Donc ça, elle arrive devant vous à un moment donné où elle a déjà vraiment beaucoup progressé dans le chemin, dans le chemin qui l'amène pour nous à un dépôt de plainte et donc au signalement de l'affaire. Donc ce moment-là, il est absolument essentiel, il ne faut pas le louper avec cette femme qui se présente à vous. Même si elle vous indique qu'elle ne souhaite pas déposer plainte, mais qu'elle veut un certificat médical pour au moins avoir cet élément et tracer ce qui lui est arrivé, il est absolument essentiel que vous lui fassiez un certificat médical extrêmement complet, extrêmement rigoureux sur le plan des commémoratifs et sur le plan des constats que vous pouvez faire. Hein. Une femme, effectivement, elle avance et elle recule, et elle avance et elle recule, elle s'arrête, mais elle va peut-être repartir. Ce certificat médical, quel que soit ce qu'elle vous dit de ce qu'elle va en faire, il faut vraiment qu'il soit fait de manière très très consciencieuse. Même si elle vous explique que non, ce n'est pas encore le moment, elle ne va pas déposer plainte, mais elle souhaite le conserver auprès d'elle. Voilà. Elle souhaite peut-être simplement, effectivement, avoir cet élément. Elle n'est pas encore prête pour faire la démarche, mais voilà, peut-être qu'un jour elle va la faire, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans 15 jours, mais cet élément-là, elle va le faire. Si elle est prête effectivement à faire cette démarche, ce certificat médical, bien évidemment, il a du sens, même si après, vous le savez, nous, on va sans doute repartir vers des éléments médico-légaux plus complets, mais il a du sens parce que c'est vraiment la première démarche de constat. Hein, et souvent, c'est quelque chose qui va permettre au médecin légiste derrière, qui va réexaminer la victime peut-être avec un délai de décalage, d'avoir les premiers éléments sur ce qui a été constaté par le médecin qui a reçu pour la première fois la victime. Donc ce certificat médical, j'ai coutume de dire que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler, si possible, mais maintenant, bon, ça pose vraiment beaucoup moins de problèmes, mais je le dis quand même, voilà, qu'il soit déjà tout simplement lisible, hein, voilà, parce que bon, j'ai des grands souvenirs d'entretiens avec des policiers en disant mais que dit le certificat médical? J'ai du mal à lire, mais bon, alors on déchiffrait. Bon, je pense que maintenant on est sorti un petit peu de cela, hein, voilà, à travers vos équipements informatiques. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce certificat médical, il rentre dans une chaîne pénale. Il rentre dans une chaîne qui va aboutir devant peut-être un tribunal judiciaire, peut-être même devant la cour d'appel. Et il faut absolument que voilà, ce que vous allez constater, le langage que vous allez utiliser dans ce certificat médical, ça ne soit pas un langage pour des médecins ou pour des experts médico-légaux. Ça doit être un langage dans lequel vous avez une traduction vraiment qui voilà, permet à tout un chacun, y compris aux brigadiers de police, voire même aux gardiens de la paix, parce que c'est souvent un gardien de la paix qui va prendre la première déposition, de comprendre ce qui est arrivé à madame. Alors parfois ça se comprend très bien parce qu'elle arrive, elle présente un certain nombre de traces où elle a pris la précaution de prendre des photos, mais voilà, ce certificat que vous allez établir, il faut que vous compreniez que c'est une pièce vraiment essentielle de la procédure. Hein, lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il retrace très précisément et que nous avons des éléments voilà, pour démontrer où sont situées les violences ou quel est l'impact réel sur la victime, ce sont des éléments qui, sur le plan judiciaire, vont être regardés, vont être analysés. Hein. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel et ne pensez pas que derrière, l'expert médico-légal, de toute façon, lui, il verra tout. Pas forcément, parce qu'il ne verra peut-être pas un certain nombre de choses qui ont disparu dans l'intervalle, voilà, qui ne sont plus présentes. Hein. Voilà, lui verra effectivement un certain nombre de choses
à un temps un petit peu plus éloigné. Bon, ce qui lui permettra aussi de faire un retour peut-être sur les aspects psychologiques d'impact, etc. Mais il y a des traces qu'il ne verra plus, qui ne seront plus présentes sur le corps de la victime. Donc cette prise en charge du médecin, au travers donc ces éléments médicaux, vous le voyez, sont vraiment très, très importants pour nous. Alors il y a un autre élément maintenant qui est très important pour nous, vous le savez, c'est que vous disposez donc de par la loi de la possibilité donc de signaler au procureur de la République un certain nombre de situations qui sont prévues donc par la loi, qui sont extrêmement encadrées, dans lesquelles finalement le législateur a estimé que voilà, entre voilà, vous savez, nous on est toujours sur les plateaux de la balance, il y a toujours deux intérêts qui sont à protéger. Donc c'est vraiment l'intérêt finalement de la victime dans le secret médical du médecin. Je ne dois pas révéler voilà, des éléments médicaux pour la victime. Mais de l'autre côté, ce qu'on met en balance, c'est la personne, elle est en danger pour sa vie. Voilà. Et là, c'était les éléments qui avaient été soulevés donc, par le Grenelle, c'est que ce secret médical, qu'on comprend parfaitement, puisque nous-mêmes, nous avons ce même secret de l'enquête, voilà, on comprend très bien, mais voilà, à un moment donné, la collectivité, la société s'est dit, bah, là, non, il y a un élément extrêmement important qui doit être mis de l'autre côté de la balance face au secret médical, c'est la victime, elle est en danger pour sa vie. Et le deuxième élément, qui est important parce que là, il diffère effectivement totalement du cas des mineurs, c'est que la victime, elle est finalement hors d'état de se protéger elle-même parce qu'elle est dans une telle situation d'emprise qu'elle n'arrivera pas à révéler ce qui lui est arrivé. Donc vous avez une double obligation, vous avez deux choses à aller rechercher lorsque vous êtes dans cet interrogatoire. Il ne s'agit pas de dire au médecin, vous devez révéler au procureur de la République toutes les femmes victimes de violences conjugales qui se présentent à vous. Non, c'est pas ça. Vous ne devez pas non plus révéler au procureur de la République toutes les femmes victimes de violences conjugales qui refusent de déposer plainte. C'est pas ça non plus. Vous ne devez pas révéler au procureur de la République toutes les femmes victimes de violences conjugales sur lesquelles vous vous posez un certain nombre d'interrogations. Vous devez vraiment aller rechercher si vous êtes dans une situation où la femme est en danger, mais en danger sur sa vie, et deuxièmement, si elle vous apparaît hors d'état de se protéger elle-même. Alors, le cas typique, c'est voilà, la femme qui vient vous voir, qui vous dit ben voilà, voilà, j'ai une situation, effectivement, je suis en danger, etc. Mais j'ai rendez-vous à 15h au commissariat de police de Noailles avec le brigadier Mégenou qui va prendre ma plainte. Bon, et j'ai besoin d'un certificat médical. Bon, là, voilà, là, elle est prise en charge, elle n'est pas sous emprise, elle est libre, effectivement, et elle peut témoigner, et elle a sa liberté de citoyenne, elle a sa liberté de femme d'aller déposer plainte. Ce n'est pas du tout le même cadre que celui des mineurs, où le mineur, lui, on considère que lui, sa parole, vraiment, ne peut pas s'exprimer. Là, pour le coup, l'enfant, le petit, le moins de 15 ans, lui, on considère toujours systématiquement que sa parole ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer tout simplement parce qu'il est placé effectivement sous l'autorité de ses parents. Et s'il lui arrive quelque chose, effectivement, alors là, je passe sur le plan pénal, c'est une obligation de révéler ce qui est arrivé à un enfant. Voilà. Ça, c'est vraiment une obligation dans laquelle se trouve l'ensemble des personnels médicaux et bien évidemment toute personne qui apprend qu'il se passe, voilà, qu'il est arrivé quelque chose à un enfant. Voilà. Donc voilà, cette levée du secret médical pour transmettre au procureur de la République un signalement. Donc on voit bien quand même que c'est très encadré par le texte, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler
travailler au travers d'un interrogatoire. Ça ne peut pas se faire effectivement en 5 minutes en se disant bon allez allez elle a l'air d'être en danger, etc. Ça nécessite quand même un gros travail. Ça, on n'en disconvient pas. On a avec le Conseil de l'Ordre, et je vous en remercie à nouveau, très très rapidement pu finaliser un protocole pour expliquer à l'ensemble des médecins quelle était un petit peu la grille de lecture d'une situation qui pouvait vous faire cocher un certain nombre de cases, démontrant que la personne est en danger pour sa vie et est sous emprise et donc ne pourra rien faire elle-même. Je pense qu'il y a vraiment tout un tas de questions qui peuvent se poser, dans lesquelles vous pouvez vous repérer pour situer la dangerosité de la situation dans laquelle se trouve une femme. Vous avez également un autre outil qui, je crois, vous a été distribué par le Conseil de l'Ordre. Si vous ne l'avez pas, je pense qu'il peut être vraiment intéressant que vous l'ayez dans vos cabinets médicaux ou dans votre salle d'attente, ou en tout cas à disposition des personnes. C'est cette petite grille de lecture qui s'appelle le violentomètre, qui, avec un certain nombre d'interrogations, en fait, va du vert jusqu'au rouge et permet à quelqu'un de s'interroger sur la réalité des comportements qu'elle subit. Et on s'aperçoit d'ailleurs généralement qu'un certain nombre de femmes montent assez rapidement dans le violentomètre, passant du vert à l'orange, et puis se rendant compte que finalement, un certain nombre de situations subies par elles sont dans le rouge, et donc elles sont dans la zone de danger. Ça, ce sont des éléments qui peuvent bien évidemment venir en soutien au questionnement, ou peut-être permettre à un certain nombre de personnes qui viennent dans vos cabinets de se positionner en indiquant, en se posant les bonnes questions sur ce qui leur arrive et est-ce que réellement c'est quelque chose qu'on doit vivre dans son quotidien ou pas. Beaucoup de femmes quand même qui vous expliquent que pour elles, c'est leur quotidien, et c'est parfois un quotidien qu'elles vivent depuis l'enfance. Je pense que vous avez déjà eu sans doute des conférences sur cela. Et on est quand même parfois surpris, effectivement, de voir que, en réalité, le basculement sur la prise de conscience que leur vie est en danger n'est pas tant sur les actes qui ont été commis par l'auteur que par le fait que l'autorité judiciaire intervient et va leur donner un certain nombre de dispositifs de protection, comme le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Et là, c'est ce que vous expliquent d'ailleurs beaucoup d'associations d'aide aux victimes, c'est le moment du basculement, c'est-à-dire « Ah bon, mais si on me donne un téléphone grave danger, si on met un bracelet anti-rapprochement, c'est sans doute que réellement, alors je suis vraiment en danger et ma vie est en danger. » Mais auparavant, elles ne l'ont pas vécu comme ça, et elles l'ont vécu comme en fait quelque chose mais qui est leur vie. C'est leur quotidien de vie, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça dans leur famille quand elles étaient enfants. Elles ont vécu ça. Elles ont vécu ça avec plusieurs, sans doute, petits amis, etc. Et pour elles, c'est tout à fait naturel. Voilà. Donc, ces éléments que vous allez pouvoir porter au travers votre intervention, au travers les questions que vous allez pouvoir poser, sont des éléments qui sont extrêmement importants et sur lesquels vous allez pouvoir aussi, à un moment donné, faire ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe. Ce ne sera peut-être pas le bon moment, parce que il faut vraiment se dire, j'ai peut-être tout fait pour que, elle signale, elle témoigne, mais ce n'était pas le bon moment. Mais sachez que, ce que nous, on perçoit, c'est que tous ces éléments qui sont fournis par les médecins, les associations, l'assistante sociale, l'éducateur, tous ces éléments-là font en fait partie de la chaîne
qui va à un moment donné permettre de se dire « Ah mais oui, le médecin me l'avait bien dit, le médecin m'en avait parlé. Ah mais oui, l'assistante sociale me l'avait dit. » Et là, à ce moment-là, tout ce que vous aurez pu dire, tout ce que vous aurez pu faire auprès de cette femme va prendre du sens et va l'amener à révéler un certain nombre de choses. Voilà. Et à basculer pour révéler, signaler, traiter et rentrer dans la procédure pénale. Ce qu'il faut que vous compreniez bien aussi, c'est que cette procédure pénale qui va se mettre en place, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Hein. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est lourd à gérer derrière. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas simple du tout, qui va entraîner beaucoup d'aller-retour. Il va falloir voir un certain nombre de personnes. Il va falloir aller devant le tribunal correctionnel. Donc, ce sont des éléments aussi sur lesquels, il faut bien prendre conscience, de la réalité de ce qui va être vécu derrière. Et souvent, un certain nombre de femmes vont peut-être reculer par rapport à ça, parce que c'est vraiment très compliqué. Mais il faut toujours rassurer, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se placer sur... Bon, alors encore vous revenez, enfin, excusez-moi, c'est un peu ça, encore vous revenez, madame, mais je ne comprends pas, la dernière fois que vous étiez venue, vous aviez, il vous avait donné une gifle, vous m'aviez dit que vous alliez déposer plainte, non, alors vous n'y êtes pas allé. Bon, alors encore vous revoilà, bon, non, c'est ça, c'est un mouvement permanent, hein, mais on voit que tout ce que nous mettons en place collectivement, va aboutir à un moment donné. Voilà. Je voudrais juste je suis peut-être déjà un peu trop longue, mais vous me ferez un signe. Juste vous indiquer quelque chose dont on a parlé cet après-midi. Donc on était en réunion justement sur ces questions. Et donc, nous avons, au niveau du tribunal judiciaire de Marseille, nous avons déjà prononcé 8 condamnations avec des bracelets anti-rapprochement qui ont été ordonnés donc, par les magistrats. Et sur une des situations, il nous a été indiqué que la victime avait finalement retiré son consentement. Et cet après-midi, donc, on pose la question à l'association des deux victimes en disant « Mais est-ce que vous pouvez expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que… » Alors que, là, pour le coup, on était vraiment au bout du chemin. C'est-à-dire, elle avait fait tout le chemin, hein, la plainte, la procédure, le tribunal, consentement pour le bracelet anti-rapprochement, donc interdiction de contact, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle retire son consentement? Le bracelet anti-rapprochement, c'est un dispositif qui nécessite le consentement de la victime. Et Marie-Guillaume, donc, qui dirige l'association, nous explique, donc c'est elle qui était en train de remettre le téléphone, puisqu'en fait le bracelet pour la victime, c'est un téléphone, nous explique que cette dame, en fait, a été beaucoup ambivalente dans la procédure, que c'était déjà assez compliqué pour elle, mais bon, elle était allée jusqu'au bout. On avait eu son consentement, elle avait un avocat dans la procédure, donc l'avocat avait joué parfaitement son rôle, voilà. Et en fait, elle vient pour la remise du téléphone, de son côté. Et Marie nous explique que il se trouve que dans les locaux de l'association AVAD, il doit y avoir un problème de connexion. En fait, pour se connecter, ça prend un certain temps, ça prend un petit peu de temps pour que le téléphone se connecte. Et donc, Marie fait le descriptif du suivi derrière, de ce que ça va représenter. Bon, il faut bien évidemment charger, vous allez être suivi, l'association va vous appeler. Et bien, elle est partie. Elle est partie. Sans le téléphone, bien sûr. Elle s'est enfuie. Elle est partie. Elle n'a pas pris. Elle est partie. Voilà. Elle ne sait pas. On se disait, mais. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, même quand on arrive jusqu'au bout du chemin, et que, vraiment, là, pour le coup, on peut se dire, là,
Tout le monde s'est mobilisé, on a mis en place tout ce qu'il faut, y compris les dispositifs les plus lourds, et bien même à ce moment-là, ça peut se casser la figure et elle recule. Voilà, c'est trop. Là, c'était trop. Je pense que voilà, ça a dû y avoir un trop plein. Voilà, ça va être trop compliqué. Ça bouleverse trop ma vie. Voilà, ça bouleverse trop ma vie. Donc, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne pourrais pas aller jusque-là. Bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Les obligations sont toujours là. L'auteur est toujours condamné. Voilà, il y a toujours une interdiction de contact. Mais elle ne pourra pas bénéficier du dispositif voilà, qui garantit en quelque sorte l'interdiction de contact entre l'auteur et la victime. De la même manière, ce week-end, on a eu un gros moment d'inquiétude avec une sortie de détention. Des collègues qui nous alertent sur la situation. On a recherché, c'est samedi matin, on a recherché la victime. Voilà, on a fait intervenir nos 2 associations d'aide aux victimes, celle de Marseille, celle d'Aix. Bon, alors là, pour lui donner en urgence un téléphone grave danger. Bon, ok, pas de problème. Oui, on en a un, c'est bon, pas de souci. Eh bien, on n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Elle dit non, j'en veux pas. Alors que tout le monde était inquiet. Mais la victime n'en a pas voulu en disant non, mais moi, de toute façon, moi, je veux tourner la page. Voilà, on a une audience civile dans 15 jours. Et puis après, moi, je veux partir. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Voilà. Donc ça, pour vous dire que c'est quelque chose de fragile. Voilà, sur lesquels il faut bien comprendre effectivement les mécanismes qui se jouent hein, dans cette, voilà, chez ces victimes. Et il faut avoir le sentiment véritablement qu'on est dans une chaîne, mais c'est une chaîne qui va tanguer, qui va peut-être reculer, mais en tout cas, chacun y a sa place. Et chacun y a une place très importante. Voilà. Et en tant que médecin, et en tant que sage-femme, et en tant qu'infirmière, tous les personnels de santé sont vraiment des personnes en qui voilà, nos concitoyens ont confiance. Hein, c'est vraiment, voilà, on se livre et on se confie. Et il est très important, effectivement, que vous puissiez prendre en compte voilà, le sujet, mais vraiment extrêmement particulier, de ces violences conjugales. Je pense avoir été déjà beaucoup trop longue. Je vais céder la parole voilà, pour votre autre sujet. Et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des interrogations particulières. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vais demander à Vanina Charer de venir également pour prendre la suite. Voilà, je te donne. Tout d'abord, bonsoir. Merci aux membres du Conseil de l'Ordre de m'avoir proposé de participer à ce soir à ce sujet. Je suis, par rapport aux 2 interlocuteurs qui étaient juste avant, je ne suis pas du tout au même maillon finalement, parce que j'aurais tendance à représenter la pratique générale, c'est-à-dire sans que les gens viennent forcément me voir pour ça, parce que je me présente, je suis Vanina Charer, je suis juste gynécologue obstétricienne dans un cabinet de ville. Je pratique l'obstétrique dans une maternité. Je suis installée depuis 15 ans à Aubagne. Et au cours de mon parcours, j'ai voulu faire finalement une formation humanitaire et j'ai rencontré l'association Gynécologie sans frontières et je me suis rendu compte que finalement, il y avait un maillon humanitaire qui était assez important qui s'appelle les violences faites aux femmes. Et juste après ça, le ministère de la Santé a fait passer une circulaire en novembre 2015 en demandant à tous les établissements de santé, publics et privés, qui avaient des services d'urgence, de nommer un référent violences faites aux femmes. Alors forcément, j'ai chopé le filon à toute vitesse.
Je ne suis pas du tout urgentiste. J'ai une activité chirurgicale sur un établissement privé qui s'appelle l'hôpital de la Casamance à Aubagne. Et j'ai demandé du coup d'être référente violence, étant très sensibilisée sur le sujet. Donc c'est de ce côté-là, pour présenter le côté pratique qu'on m'a demandé, je crois, j'espère que je ne vais pas décevoir, que je viens là, on m'a proposé de faire repérer, accompagner, protéger. Alors, juste pour m'excuser, mais comme a priori il y a une présentation pédiatrique, je suis plutôt contente. Le sujet, c'est prise en charge médicale des violences intrafamiliales. Forcément, j'ai un petit biais, je suis plutôt violence conjugale versant femme. Nous sommes bien tous au courant, comme l'a été répété tout à l'heure, que c'est surtout les violences envers les enfants qui fait partie, un maillon important des violences intrafamiliales. Il y a les violences sur les ascendants, c'est-à-dire un phénomène de violence qu'on commence à avoir des enfants, des adolescents sur leur mère ou leur père. Et on a surtout ça sur des cellules qui sont des cellules monoparentales sur lesquelles il faut être assez vigilant maintenant. Il y a les violences sur les personnes âgées, il y a les violences conjugales, et comme les chiffres qui étaient ressortis là par Fatima, effectivement, on a quand même près de 10% des violences conjugales qui concernent aussi des hommes. Donc là, vous m'excuserez, mais la présentation ne va présenter que sur les violences conjugales sur les femmes. Donc très rapidement, mais c'est ce qui avait été souligné par Madame Laurens, c'est qu'effectivement, nous, professionnels de santé, on le sait, et je le répète, qu'on est souvent les premiers, parfois les seuls interlocuteurs de ces victimes de violences, et qu'il faut profiter de cette partie intime et de proximité qu'elles nous offrent quand elles viennent en consultation pour éventuellement pouvoir détecter ces situations et d'entreprendre une prise en charge et un suivi adéquat. Donc, petit rappel de la loi qui date de 2014 sur le fait qu'il y a relative à l'égalité homme-femme et qui donc nous positionne sur nos rôles et nos responsabilités des professionnels de santé sur la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences faites aux femmes. Donc la MIPROF, la mission interprofessionnelle pour la protection des femmes et la lutte contre la traite des êtres humains, fait des formations régulièrement pour les référents. Et je vous avais prévu de vous donner le site internet, mais il est marqué dans le document, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr où il y a des très très bons outils de formation et de kits pédagogiques qui sont retracés à la fin du livret. Si vous les regardez, ils sont très intéressants et très utiles en formation et qui sont utilisés assez fréquemment d'ailleurs. Alors, je ne vais pas être toujours d'accord avec ce qui a été dit auparavant, je m'en excuse, parce que la question du dépistage, c'est une question très récurrente et qui nous revient souvent en disant il faut dépister, il faut dépister. Et la question qui revient, c'est le débat entre le systématique ou orienté. Alors, je vais peut-être paraître très ambivalente, mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de questionnaire de dépistage qui soit validé actuellement. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites, mais il n'y a rien de réel qui a été validé à l'heure actuelle. Et que tout est basé, la base, c'est fondé sur le fait qu'on a une relation de confiance qui s'organise entre nos patients et nous, et que c'est sur ça qu'il va pouvoir falloir se baser. Donc vous vous doutez bien que la notion de relation de confiance, quand c'est la première fois que vous la rencontrez, quand ça fait 10 ans, c'est complètement différent. Donc à partir de là, on ne peut évidemment pas procéder de la même manière. Donc effectivement, la manière dont on pose la question et la relation que vous avez fondée avec la patiente amène à ne pas arriver à avoir le même résultat. Donc, dans les dépistages, il y a des dépistages avec intervention passive. J'ai l'expérience où, pendant 6 mois, j'ai fait faire à tous les membres de l'équipe de la maternité, quand elle était à la Casamance, un questionnaire délivré de manière obligatoire, dont les patientes choisissaient de le rendre ou pas, de manière anonyme, qui était sur toutes les modalités des violences. Et du coup, on avait à la fin des réponses sur les violences, alors si elles étaient contemporaines ou si c'était une antériorité, mais que ça soit avec des pressions psychologiques, économiques, sociales, physiques, sexuelles, etc. Et au moins, ça avait permis de sensibiliser le personnel de la maternité sur laquelle je travaille, pour leur démontrer que même en étant dans une maternité d'Aubagne, donc zone qui est quand même pas défavorisée, dans un établissement privé avec tous les a priori qu'on peut avoir, on avait quand même 10% finalement de personnes qui avaient répondu oui sur un antécédent. Et c'était assez intéressant, et là où c'était d'autant plus intéressant, c'était de toucher mes confrères en leur disant ça vous fait pas mal de savoir que c'est anonyme et que si ça se trouve c'est une patiente que vous avez vue le mois dernier et que vous allez voir le mois prochain. Et c'est là où c'est intéressant de entre guillemets, se rendre compte qu'on fait quand même des erreurs qui, un jour, vont prendre une importance beaucoup d'ampleur. Et c'est là où, petit à petit, on commence à l'introduire dans sa pratique. Donc, il y a des interventions passives ou des interventions actives avec une question directe. Mais là, c'est
très compliqué de l'imposer systématiquement, je pense. En tout cas, dans toutes les études qui ont été faites, les femmes sont pas opposées du tout au dépistage, quel que soit leur âge, et même souvent, moi, me remercient. J'ai d'ailleurs même eu un papa qui m'a remercié de faire l'information, parce que c'est lui qui s'est effondré en pleurs, parce qu'en fait, ce que je venais de dire comme information, c'était ce que vivait sa sœur. Et sa femme n'était pas au courant, et d'un seul coup, il y a eu un espèce de flash, et finalement, c'est lui qui a pris l'information. Comme quoi l'information est utile pour tout le monde. Le dépistage systématique, c'est évident des nombreux avantages. Premièrement, comme toute chose systématique, ça augmente l'identification des violences, ça paraît normal. Et il y a quelque chose qu'on apprend très bien dans les formations, c'est le cycle de la violence. Et à partir du moment où vous avez un repérage qui est précoce, forcément, il est primordial, parce que comme dans le cycle de la violence qui s'explique très bien, les faits de violence s'aggravent et s'accélèrent avec le temps. Donc plus on arrivera tôt, comme toute maladie que vous dépistez tôt, plus on a de chances d'arriver avant qu'il y ait des catastrophes. Et puis, dans ce dépistage systématique, c'est de montrer effectivement qu'il y a un espace de parole, que vous avez tendu une perche, elle l'apprend, elle l'apprend pas, mais en tout cas, vous avez évoqué cette possibilité, elle sait que vous y êtes sensible, que c'est un sujet qu'elle pourra éventuellement aborder, peut-être pas ce jour-là, mais peut-être qu'un autre jour, et qu'en tout cas, vous lui avez ouvert, tendu une perche, et après, on verra qui c'est qui l'apprendra. Le dépistage systématique, il y a un consensus international dessus, et c'est là, en tant que gynécologue obstétricienne, je vais sur le dépistage systématique, c'est la périnatalité. La femme enceinte, c'est toujours cette situation un peu ambiguë dans la législation de la vulnérabilité, j'y vais pas, les vulnérables, elle ne l'est pas. Et effectivement, la périnatalité, puis les chiffres le montrent, le taux des agressions est quand même primordial pendant la grossesse, le postpartum, c'est une catastrophe. Donc s'il y a vraiment un moment où il faut impérativement, effectivement, le prévoir dans son dépistage systématique, alors à quel moment, c'est toute la subtilité. Mais dans les consultations préconceptionnelles, les consultations prénatales, il y en a quand même au moins 7. Les consultations postnatales, où en général, là, elles ne viennent pas avec le mari, vous pouvez être sûr. Et les consultations de demande d'IVG, où elles ne sont pas souvent systématiquement accompagnées, je pense qu'effectivement, on peut réaliser du dépistage systématique. Le dépistage orienté, on peut le pratiquer aussi dans ce sens-là. C'est un peu l'idée de la consultation en urgence finalement. Donc il y a les facteurs de risque, on remet la grossesse. Moi, il y en a un de facteur de risque que je n'avais pas mis auparavant, c'est la séparation. Avant, elle divorçait, je ne demandais jamais pourquoi il divorçait. Maintenant, je demande pourquoi il divorce. Et je me suis pris des réponses pas particulièrement glorieuses. Et je me rendais compte que finalement, le mari que j'avais eu les 5 dernières années, il n'était pas si gentil que ça. Et comme on sait que la séparation ou l'annonce, le projet d'une séparation est une période fondamentale où on sait qu'il y a plus de risques pour elles, c'est important justement de pouvoir leur faire des rappels, de leur donner des numéros de téléphone parce que la séparation est un facteur de risque. Je ne vais évidemment pas détailler les signes physiques qu'on rencontrerait en consultation, ou les maladies chroniques déséquilibrées, qui peuvent être des signes d'appel sur pourquoi madame vous n'allez pas faire votre traitement, pourquoi vous n'allez pas chez le médecin, pourquoi vous ne faites pas ci, etc., qui sont des signes d'appel éventuellement. Et comme on dit, le corps parle souvent par là où il a souffert. Donc là encore, gynécologue, dyspareunie, infertilité, périnée qui cicatrise pas du tout 3 mois après l'accouchement ou autre. Il y a quand même de larges situations où vous pouvez quand même envisager la question des violences. En pratique, c'est là où je pense que chacun regarde ce qu'il fait, qui il est, s'il travaille aux urgences, s'il est médecin généraliste, s'il est médecin spécialiste, si c'est une patiente qui arrive comme ça en consultation isolée, si c'est une dame que vous connaissez depuis longtemps. Et je pense qu'après, on peut regarder à quel moment on peut glisser cette consultation. Et effectivement, ma manière de voir les choses de mon côté, qui n'est pas du tout superposable à qui que ce soit, c'est juste d'avoir toujours cette fenêtre dans un coin et de me dire, je la glisse aujourd'hui, je la glisse demain, je prévois de la revoir, est-ce que je ne vais plus jamais la revoir? Mais ce n'est pas vrai, mea culpa, je ne fais pas de dépistage systématique. Je donnais l'exemple tout à l'heure en parlant. Je veux dire, quand on m'adresse quelqu'un pour une malformation fœtale, non, c'est pas vrai. Je ne demande pas si en plus elle se fait taper dessus. Je trouve que ça fait déjà lourd la journée. Quand j'annonce un cancer du sein, non, je ne demande pas non plus s'il y a des violences conjugales à la maison. Mais je reste dans l'idée que je ne vais pas la perdre de vue et qu'à un autre moment, je pourrais la sensibiliser. Mais je pense que vous êtes une grande partie médecin dans la salle. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer que si je commence mon interrogatoire poids, taille, est-ce que vous êtes tapé? Si elle me dit oui, je sens que je ne vais pas arriver à la fin de ma consultation et elle n'est peut-être pas venue pour ça.
Mais bon, à un moment ou à un autre, j'organise mon temps de parole, pas forcément sur une consulte, mais sur un suivi. Mais j'ai cette chance-là, c'est d'être obstétricienne. Donc, je vais les voir, je vais les revoir, je vais être là le jour J. Donc, j'ai quand même d'autres alternatives, d'autres petits signes d'appel. Et donc, du coup, de le prévoir comme ça. Donc, j'entends tout à fait que de la consultation non organisée, comme dans les maisons médicales d'urgence, où vous n'êtes pas sûr de revoir les gens, ça peut paraître beaucoup plus complexe avec les maisons avec lesquelles je fonctionne, qui me disent, mais Vanina, comment tu veux qu'on puisse y glisser pour ça, alors qu'elles viennent avec les enfants, qu'elles viennent à toute vitesse? C'est un peu compliqué. En tout cas, on peut créer un environnement favorable, c'est-à-dire montrer notre implication, le fait qu'on peut en parler. Donc, il y a les affiches, les brochures. Alors, en période sanitaire, on n'a plus le droit de distribuer quoi que ce soit. Moi, je m'étais amusée à un jeu juste avant les normes sanitaires. C'est que j'avais mis des brochures dans la salle d'attente. Et en fait, quand j'en mettais 10, le soir, grosso modo, il en restait 9 ou 10. Et puis, je les ai mis dans les toilettes. Et bien, dans les toilettes, il n'y en a plus 10 le soir. Et c'est tout bête, hein, mais ça fait partie des choses où les gens ils prennent pas les papiers dans la salle d'attente devant tout le monde, si c'est les numéros de SOS ou les flyers que j'avais pris. Ils partent pas de la même manière selon où est-ce que je les mets. Et effectivement, quand je les délivre de manière systématique ou autre, mais ça fait partie des choses où au moins elles savent que s'il y a des affiches et que s'il y a des numéros, c'est qu'éventuellement on peut être joignable. Et en l'occurrence, il y a le mail du cabinet où elles peuvent écrire de manière, dans ces cas-là, si elles ne peuvent pas téléphoner, si elles ne veulent pas m'en parler en présence de quelqu'un. Madame Laurence parlait du violentomètre, c'est un instrument effectivement de quantification qui est assez intéressant, que je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, voilà, le dépistage, c'est quelque chose qu'il faut envisager, qu'il faut programmer, mais il faut connaître ses propres limites, que ça soit temporel au moment de la consultation et de la raison pour laquelle les gens viennent. Et qu'on ne peut pas tout prévoir, et surtout vu l'ampleur de ce que peut représenter la consultation une fois que vous avez lancé ce type de sujet. Voilà, c'est ça un violentomètre. C'est ni plus ni moins qu'une échelle analogique de la douleur. Et ça permet aux gens de discuter, et c'est très intéressant parce que, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Laurin, c'est diminuer la tolérance individuelle en fait, et collective sur « non mais Madame Scharer, ça va, c'est ma mère, c'était pareil ». En même temps, c'était pas bon ce que j'ai fait à manger. Ouais, d'accord, ouais. Moi, j'ai une maman qui m'a dit devant sa fille, elle m'a dit non mais elle est pénible aussi ces temps-ci. Ah ouais, concept quand même. Et effectivement, le violentomètre, c'est revenir sur non mais ça se fait pas, ça se fait pas. Ce que vous faites, c'est tous les jours, c'est le rouge. Laissez tomber, ça ne doit pas se pratiquer. Et c'est intéressant parce que les gens ils le lisent, ils sont touchés parce que vous leur parlez de leur vie, mais leur vie elle est dans le orange-rouge. Il n'est pas dans le vert et ça permet de remettre un tout petit peu les choses avec des expressions qui sont qui relèvent de l'humiliation, qui relèvent de je me prends une remarque à chaque fois que je m'habille, je ne peux pas sortir, etc. Et comme ça a effectivement toujours été comme ça, ça ne me choque pas. Et quand vous lui dites non mais la vie théoriquement, la vie où quand on se fait respecter, c'est dans le vert. Cet outil est assez intéressant si vous le pratiquez. Donc le repérage en pratique, moi je considère que c'est plutôt de faire une sensibilisation systématique, c'est de lâcher une petite perche. Moi des fois je fais un petit questionnaire. Aujourd'hui on va faire une question, on va faire une interrogation. Quels sont les numéros d'appel? Et du coup ça permet de lancer le sujet de la conversation. Et puis 2-3 mois après, c'est au fait, vous vous rappelez Mme Scharer, on avait dit, et puis j'en ai rediscuté, puis alors il y a la voisine de ma mère, et puis finalement la voisine de sa mère, c'est sa mère, puis finalement c'est elle, et ça se rapproche, et puis finalement elle a l'information qu'elle voulait, donc c'est pas grave si elle vous dit pas que c'est elle, finalement on en a discuté, je lui ai donné le numéro qu'il fallait. Donc c'est vraiment de diminuer cette tolérance parce qu'il y a vraiment des victimes qui sont tolérantes à cette violence qu'elles vivent quotidiennement parce qu'elles n'ont connu que ça comme référence. Se présenter comme un recours d'aide, c'est essentiel, de soins évidemment si nécessaire, et de toujours avoir la capacité d'informer des moyens locaux et nationaux pour les violences, que ce soit donc avec les associations, les numéros d'appel ou autres. À poser la question. Alors cette question, on m'a toujours dit, mais qu'est-ce que tu poses comme question? Je ne pose pas la même à toutes les patientes parce qu'elles n'ont pas toutes la même tranche d'âge, donc c'est un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que quand je les rencontre la première fois et qu'elles sont si possible seules, avez-vous déjà été victime de violences dans votre vie, dans l'enfance, au travail, dans votre couple? J'y arrive plus facilement.
Quand ça fait, je l'ai senti très tendue pendant toute la grossesse et qu'une fois elle vient et que je la connais quand même maintenant, que j'ai déjà vu une fois ou deux le mari, je peux me permettre de dire comment ça se passe dans votre couple, alors que c'est peut-être pas forcément la formulation directe que j'aurais fait sur quelqu'un que je connais pas, au cas 65 ans que j'ai en face de moi et que j'aurais peut-être pas tout de suite ce type de phrase qui pourrait être assez mal perçue. Et effectivement, une patiente qui me dit qu'elle est en cours de séparation, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre foyer? Tout de suite, ça change complètement le niveau de sécurité que j'essaye d'envisager, d'évaluer, en mettant toujours une traçabilité dans mes dossiers des questions et de la manière dont je les formulais et d'avoir la réponse de la patiente. Donc c'est effectivement, c'est poser la question et c'est là toute la problématique, c'est assumer la réponse. Mes secrétaires se rappellent très très bien quand j'ai commencé à poser la question. Elles me disaient bah, c'est facile de savoir parce que vous sortez avec 1h30 de retard après. Donc celle-là, on a compris. Ça, c'est pas bon. Donc après, j'ai essayé d'être plus discrète, d'être moins énervée à la sortie des entretiens. Mais effectivement, il faut quand même une certaine manière de pouvoir assumer la réponse et d'arriver à créer un lien de confiance qui fait qu'effectivement, ça part et vous savez jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est un flux de paroles qui arrive et d'écouter avec attention, surtout sans jugement, en tenant compte de tout ce qui peut être, par exemple, la culture de la patiente. Et du coup, SOS me l'a bien expliqué très souvent, c'est de ne jamais oublier de délivrer un message de soutien parce que c'est une énorme confiance qu'elles vous font quand elles vous parlent de ça alors qu'elles n'en ont jamais parlé à qui que ce soit, pas à leur mère, pas à leur meilleure amie, à qui que ce soit. Et vous ne savez pas pourquoi, du moins. Vous l'allez chercher aussi, hein. Mais elle vous en parle ce jour-là. Donc il y a une grande valorisation de sa démarche à faire pour lui expliquer que c'est énorme ce qu'elle vient de faire, c'est déjà énorme tout ce qu'elle a accepté de subir jusqu'à maintenant et qu'il faut valoriser. C'est comme une démarche, c'est que le début de la démarche, c'est effectivement de pouvoir en parler. Sans oublier les messages clés, comme quoi les gens ne sont jamais, la victime n'est jamais responsable de la mode de violence donc elle subit et que les violences sont interdites et punies par la loi. Dans l'accompagnement, il est vaste et on y arrive à accompagner et on s'arrête là où on sent qu'on ne peut plus tant qu'on oriente sur une autre personne. Et donc j'ai remis les principes clés qui sont la confidentialité, l'autonomie, l'information, la continuité de soins qui est primordiale et évidemment la sécurité. La confidentialité, c'est évidemment de bien rassurer les gens sur le fait que nous sommes tenus au secret médical, que cette conversation est bien tenue dans leur dossier, que les choses ne sortiront pas de dossier, mais il faut qu'elles aient confiance en nous sur la façon dont elles remettent les choses. Il n'y a que cette situation, effectivement, du signalement qui a été remis tout à l'heure, où effectivement on est le levé du secret médical dans la situation du danger immédiat, mais qu'elles le sachent, qu'effectivement elles peuvent vous faire confiance. L'autonomie, c'est de respecter qu'on n'a pas tous la même manière de voir les choses. La preuve, hein, on a la vie en vert, on a la vie en orange, la vie en rouge, et de respecter la temporalité de la victime qui ne veut peut-être pas exactement les mêmes objectifs que vous, qui ne vivent pas les choses de la même manière. Donc c'est s'adapter à ses priorités. Non mais Madame Scharer, c'est pas possible, il faut que je rentre, il y a les enfants à la maison. L'aider à prendre ses propres décisions qui ne correspondent pas à vos idées et l'idée, du coup, à identifier ses propres besoins, ce qui va permettre de savoir vers qui vous l'orientez après avoir vu ses décisions et ses propres besoins. Les informations, c'est un peu la sensibilisation que je disais tout à l'heure, donc j'y passe très vite, mais ce qui permet un peu de leur expliquer comment elles en sont arrivées là, qu'elles ne sont pas responsables de la situation, mais c'est le phénomène de mécanisme de la violence, son cycle, le fait que ça va se retourner, que ça va recommencer. Mais Madame Scharer, il m'a offert un magnifique cadeau en postnatal. Oui. Et de les prévenir et d'en discuter, ce qui permet qu'effectivement, vous me l'aviez dit, je sais, on en avait déjà parlé, la stratégie de l'emprise qui est importante à leur démonter pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont en aucun cas responsables. Donc de rappeler les droits, que la loi interdit les violences conjugales, de bien appuyer dessus et donc toujours d'informer sur les aides existantes. La continuité des soins, c'est essentiel, même si on ne se sent pas de les suivre. Il faut savoir avoir fait quand même quelque chose dans son domaine de compétence, soit vous vous sentez de les revoir. Donc, c'est d'identifier les répercussions sur la santé physique et mentale, de documenter, donc j'irai très vite, vu qu'on en a bien parlé sur le certificat médical initial, de proposer un examen médical, de leur expliquer l'importance, même si elles se servent ou pas de ce certificat médical pour porter plainte, sachant que vous leur direz toujours que vous gardez un exemplaire, même si elles ne veulent pas partir à vie. Proposer des consultations de suivi, donc ça peut être avec vous ou avec un centre de consultation qui se monte en essayant
avec bon espoir que de nombreux centres de consultation spécialisés dans la violence augmentent. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Et savoir orienter, c'est-à-dire proposer l'aide adéquate que vous aurez sortie en fonction de ses besoins et de ses priorités de démarche. La sécurité, Madame Laurence en a bien parlé, c'est d'évaluer la situation et les risques encourus pour savoir vers où on va. La vulnérabilité, donc la grossesse, rentre encore en compte, les enfants en bas âge. Si, selon comment vous les voyez, on peut être amené à aborder la question du plan de sécurité, de bien les prévenir sur certaines choses qui peuvent être intéressantes, de commencer à préparer. On nous dit toujours, comme on dit aux enfants, hein, quelle est la personne de référence que tu pourrais aller voir si ça ne se passe pas bien. C'est la même chose chez les adultes. Qui vous sentez d'aller dormir chez qui? Est-ce que vous avez déjà envisagé de donner un autre numéro de téléphone que votre mari dans le dossier de l'école pour savoir qui a le droit de venir chercher les enfants à la sortie de l'école? Et moi, je me bats avec les anesthésistes de mon établissement pour que le questionnaire « Quelle est la personne à appeler en urgence ?» ça ne soit pas forcément que le mari, qu'il y en a un deuxième. Parce que si effectivement elle m'a communiqué, mais pas à l'anesthésiste, qu'elle était victime de violence, selon ce qui lui arrive, ce n'est pas forcément le seul numéro de téléphone qu'il y a sur le dossier d'anesthésie. Et ça fait partie des choses qu'on essaye de changer, c'est qu'il n'y ait pas forcément qu'un numéro et que si c'est celui du mari, il y en a un deuxième éventuellement qui soit proposé, en tout cas qu'on ouvre la possibilité à ce qu'il y ait une deuxième. Alors moi je dis toujours, non mais si votre mari il est dans l'ascenseur ou que ça ne capte pas, il me faudra un deuxième numéro s'il vous plaît. Et puis après, au fur et à mesure, elles comprennent. Mais je pense que ça fait partie des choses où il faut faciliter la possibilité aux gens de laisser un relais possible dans son entourage. Et donc, en cas de danger imminent, évidemment, la question de l'hébergement et du signalement, j'irai très rapidement dessus, vu qu'on vous en a déjà parlé. Donc, donner les numéros d'urgence, ça peut être des affiches, ça peut être un... Aujourd'hui, c'est un quiz. Quel est le numéro d'appel en urgence? Le 3919 à répéter et encore. Bon, il y a des numéros, je dois vous avouer, qui sont quand même beaucoup moins faciles à se rappeler, comme le numéro national d'aide aux victimes. Mais le 3919, moi, je connais des confrères qui ne connaissaient pas le numéro du 3919. Et j'en connais encore d'ailleurs. Donc, en cas de danger immédiat, c'est ça notre rôle de protection. C'est là tout le débat suite à la modification. Hein. Donc, pour le demande d'hébergement en urgence, il y a de contacter le SAMU social au 115. Et puis, toute la question, donc effectivement, de la protection judiciaire sans délai. Cette question du signalement qui consiste donc à porter à la connaissance des autorités compétentes des faits graves. Donc, comme le disait Mme Laurence, pas toutes les femmes victimes de violences, mais dans certaines situations. On répète toujours que la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin ne peut pas être engagée à partir du moment où la procédure a été bien respectée. Donc voilà, cette loi a été modifiée en 2020. Et donc effectivement, il y a une levée du secret médical dans les situations, alors c'est complexe, c'est danger immédiat et victimes qui se trouvent sous l'emprise. Donc effectivement, là, dans les documents qui vous ont été donnés, il y a toute la grille que vous retrouvez de toute manière, j'avais prévu de vous la mettre après. Donc les questions du danger immédiat, qu'est-ce que c'est? Donc après, c'est vrai que la multiplicité des violences, quand vous avez souvent des remarques, moi, personnellement, je l'ai eu que 2 fois, cette situation. Et c'était une patiente qui, déjà, une première fois, m'avait dit que c'était de l'humiliation, c'était des remarques. Après, il y a eu du physique, etc. Mais la multiplicité des fois où on l'a constaté, plus le jour où c'est vraiment la catastrophe, effectivement, la multiplicité des types de violences. Les conjoints qui connaissent le projet de séparation, c'est un point sur lequel qui est assez insistant parce qu'on sait qu'effectivement il arrive beaucoup de catastrophes à ce moment-là. La possession d'armes à feu peut être un critère important et qui est quand même assez facile à poser comme question. Les victimes enceintes et les enfants en bas âge et les violences sur les enfants paraît une évidence. L'emprise, difficile quand même à envisager. Hein, c'est le questionnaire, la patiente qui sous emprise pour répondre aux questions, c'est compliqué. Je dirais que des fois, c'est plutôt votre impression à vous plutôt que elle qui répond à une question. Je vous laisserai voir les questions, vous, et vous faire une opinion dessus. Mais donc, la loi est là. Si on a les 2 conditions qui sont réunies, effectivement, on peut faire ce signalement. Donc, comme on le disait, idéalement, c'est avec l'accord, mais ça peut être fait sans accord à partir du moment où on prévient la personne qu'on va faire ce signalement. Le destinataire, donc procureur de la République, les modalités d'envoi et toutes les adresses ont bien été signalées dans le livret qui vous a été donné.
J'avais prévu de vous mettre que sur le site du Conseil de l'Ordre, donc il y avait, quand on tape violence familiale, il y a toute la page qui ressort avec tous les numéros, mais de toute manière, tout a été imprimé, donc c'est parfait, je n'ai plus rien à dire. Une copie du signalement qui se fait, qui est très simple finalement à remplir. Et voilà. Donc en fait, moi je me rappelle que les premières fois où je me suis fait former, ça m'a été un peu traumatisant parce que je me suis dit, je passe à côté d'autant de femmes que ça m'a un peu perturbée. Donc je tiens juste à signaler que déjà, en plus, forcément, hein, une femme sur 10, j'ai tendance à regarder la salle et à compter où est une femme sur 10 victime de violences conjugales. C'est une déformation chez moi. Et du coup, il faut faire quand même attention à ses propres besoins et la capacité, est-ce que ça va impliquer quand même ce type de prise en charge. Vous parliez tout à l'heure de ces allers-retours, elle vient, elle repart, etc. Effectivement, il y a un sentiment d'impuissance, d'échec et de frustration qui est important, hein, la frustration du soignant. Et je me rappelle très bien avoir fait 2 certificats médicaux initiaux pendant une grossesse chez une femme. La gendarmerie est venue, il est parti en garde à vue, on a fait les papiers, elle est partie chez sa maman, etc. La grossesse a été un petit peu tendue, retard de croissance, on a eu un peu la totale. C'était un petit peu éprouvant et je me déplace pour faire accoucher mes patientes. Et la nuit, la sage-femme m'appelle en me disant « Vous allez être en colère, Madame Scherrer, il y a Madame Machin qui est arrivée et Madame Machin, elle est accompagnée de son mari. » Et là, je me suis dit « Mais donc en fait, il va falloir que je fasse naître cet enfant et que je le remette à ce monsieur. » Et bien là, vous gardez vos émotions et vous dites, tu y vas, tu fais ton accouchement. Et oui, le pot à pot est essentiel avec le père et la mère. Et tu ne te mets pas au milieu de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une frustration, mais voilà, elle avait décidé qu'il serait là, elle avait décidé qu'il le reconnaîtrait, elle a décidé de retourner à la maison. Et pourtant, on avait quand même beaucoup avancé pendant la grossesse, visiblement pas assez. Donc les conseils sont de travailler en équipe d'autant plus qu'on est médecin, qu'on n'a pas à se substituer à un travailleur social, à un psychologue. Il faut bien se remettre dans la place que notre place est de soignant et d'envisager le côté médical. Donc même si on est très touché par ce qui leur arrive, travailler en équipe et en réseau avec les structures d'accueil et les associations, c'est essentiel. Éventuellement organiser des débriefings parce que des fois ça fait du bien. Et donc je remets toujours quand je le présente, le numéro de téléphone donc, qui est animé par des psychologues dans les situations de soutien si nécessaire et où effectivement qui est donc l'aide aux professionnels de santé et les médecins libéraux et ça peut être très utile. Et ça ne fonctionne pas que pour les cas des violences conjugales évidemment. Juste 2 dernières diapos pour faire de la publicité, je suis désolée. J'ai la chance de travailler, la maternité de la Casamance a fusionné avec celle de l'hôpital et donc dans une dynamique de faire un accueil des violences. On est arrivé grâce à 2 sages-femmes et un médecin du service de gynéco-obstétrique à essayer de monter une consultation régulièrement sur la maternité, au sein de la maternité, mais pas ouverte que à des femmes enceintes. Et en fait, de manière à permettre au moins aux médecins de la ville d'Aubagne ou du réseau du territoire d'Aubagne, après on n'est pas fermé à que ce soit qui que ce soit, puissent adresser les patientes en consultation s'ils le souhaitent poursuivre une fois qu'ils ont fait un dépistage et de leur permettre d'avoir une consultation plus sur des gens qui ont l'habitude, qui vont pouvoir donner les relais, etc. Donc il y a effectivement les personnels de la maternité, 2 sages-femmes qui ont fait la formation avec SOS et une obstétricienne, le service des urgences et la permanence de SOS qui vient une fois par semaine sur la ville d'Aubagne et sur l'hôpital. Et ce qui nous permet d'avoir un numéro 24 heures sur 24 pour faire la prise de rendez-vous et information qui va être diffusée largement par du coup sur tout le territoire d'Aubagne de façon à ce que ça puisse faciliter le travail en ville. Et la dernière chose sur laquelle je signalais, c'est comme j'ai commencé l'introduction, je suis administratrice de Gynécologie sans frontières et dans nos objectifs, au-delà de faire des missions humanitaires, c'est faire des missions de formation contre les violences. Et donc, on avait la chance de faire régulièrement certaines villes. En 2019, j'ai jeté mon dévolu sur la ville d'Aubagne, au hasard, et on a monté une journée de sensibilisation. Et pour la première fois, on a voulu l'ouvrir à tout public.
Donc c'était professionnels de santé et tout public, de manière à faire une formation sur la sensibilisation tout simplement, et surtout de présenter tous les acteurs du territoire aubagné, que ce soit le service d'hébergement, que ce soit les acteurs des travailleurs sociaux et autres membres qui étaient là, pour que tous les gens se connaissent, la CAF, les services administratifs et autres, de manière à ce que les gens sachent tous les acteurs qui étaient impliqués dedans. La journée qui était formée en 2020 à la Ciotat a dû malheureusement être annulée et elle sera donc renouvelée le 4 novembre 2021 où tout le monde est vivement, et d'ailleurs je vois quelques orateurs qui ont eu la gentillesse de venir aujourd'hui, et du coup ce sera le 4 novembre 2021 sur le territoire d'Aubagne, de la Ciotat pardon, qui va montrer tous les acteurs de la ville de la Ciotat et l'organisation pour les consultations. Merci. Ça marche, oui, ça marche. Oui, bien sûr. Donc d'abord, merci pour ces échanges et ces points de vue très complémentaires. J'en profite pour dire que nous avons Sophie Piorot et Eric Fiorentino de SOS Femmes qui sont là avec nous ce soir, donc on les remercie. Et ils sont aussi à votre disposition pour si vous avez des questions. On avait fait un JDO sur le signalement et l'information préoccupante pour la partie pédiatrique, qui effectivement est un sujet. Et même si ce n'était pas prévu ce soir au programme, on a voulu profiter de la présence de Marie-Ange et Nodi pour qu'elle vienne nous dire un petit mot sur l'enfance en danger en particulier. Merci Marie-Ange. Et puis ensuite, on fera revenir l'ensemble des orateurs pour la discussion. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Donc, bonsoir, merci de me donner la parole, de donner la parole à une pédiatre en fait sur cette thématique. Alors, je vais commencer par un point de terminologie parce qu'on a beaucoup parlé de violence conjugale et on parle désormais de violence familiale, intrafamiliale, et c'est très important parce que ça repositionne l'enfant dans ce climat. Pourquoi ? Parce que la question des enfants, elle a pu être... Alors, on n'est pas dans la hiérarchie de la souffrance et de la violence, évidemment, mais la place des enfants, elle a pu être occultée, voire minimisée. Et pourtant, les enfants qui vivent dans ces foyers de violence, où se déroulent des violences intrafamiliales, des violences conjugales, ils ne sont pas que témoins ou spectateurs, mais ils sont directement exposés et ils sont également victimes. Et c'est très important de les considérer en tant que tels. Pourquoi ? Parce que vivre un climat de violence chronique, même ponctuel, en fait, ça compromet véritablement le besoin fondamental de sécurité dont l'enfant a besoin pour se développer. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et ces enfants, en fait, ils ont des répercussions cliniques et développementales de ce qu'ils vivent. Parce que leur besoin de sécurité, ce méta-besoin n'est pas pourvu. Alors, je peux prendre 2 minutes, on ne l'a pas évoqué parce que probablement que vous le connaissez, le cycle des violences conjugales, mais moi j'aimerais reprendre le cycle des violences conjugales de Leonard Walker en disant à chaque fois quelle est la place de l'enfant dans ce cycle. Alors, dans le cycle des violences, il y a le passage à l'acte violent, où le parent violent, soit frappe, humilie l'autre parent. Dans ces situations, les enfants, ils sont dans un état d'alerte maximale. Ils sont à la fois gardiens de phare, parce qu'ils surveillent. Ils peuvent servir de bouclier, d'arbitre, et le bouclier, c'est parfois un nourrisson dans un maxi-cosy. Ils vivent des états émotionnels vraiment exacerbés, et ils sont dans des états de terreur, de rage et d'effondrement. Alors parfois, ils sont au milieu, et ils peuvent directement recevoir des violences directes, en fait, donc de la maltraitance directe, un coup perdu ou un maxi-cosy qui s'envole. Parfois, ils sont envoyés dans la chambre, parce que quand même, il ne faut pas qu'ils assistent à la scène, mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans la chambre qu'ils ignorent tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le passage à l'acte violent, du parent violent sur l'autre parent, avec la place des enfants. Passage à l'acte violent, deuxième phase du cycle, le transfert de responsabilité. Je vais t'expliquer pourquoi je te frappe. Je te frappe ou je te parle mal parce que tu t'occupes mal de nos enfants. Donc déjà, il y a une question d'instrumentalisation aussi de l'enfant au milieu du conflit qui peut se sentir responsable.
coupable, suscitant voilà, de la culpabilité. Transfert de responsabilité, voilà, je t'explique pourquoi je te maltraite, parce que tu le mérites. Après, troisième phase du cycle, c'est la phase de culpabilité et de honte du parent victime. Un parent qui se retrouve au fond du gouffre, en fait, complètement déprimé. Et pendant cette phase-là, eh bien, les enfants sont dans des postures particulières. Et en particulier dans les fratries, avec une place particulière de chaque enfant dans la fratrie. Et bien souvent, l'aîné de la fratrie se retrouve dans une situation de parentification, où il va s'occuper à la fois du parent victime et de ses frères et sœurs. Et donc là, non seulement il est dans une place qui n'est pas la sienne, mais en plus, il est négligé, et la fratrie est négligée. Ils peuvent vivre des négligences de la part du parent qui n'est pas en mesure de répondre à leurs besoins. Donc passage à l'acte violent, transfert de responsabilité, culpabilité, honte. Et puis on avance dans le cycle et on est dans la phase de lune de miel. Et dans la phase de lune de miel, voilà, les parents refont la paix, c'est la période des cadeaux, etc. Mais là, les enfants, ils éprouvent des sentiments contradictoires, en fait. Ils ont de l'espoir, mais ils sont en colère. Ils ont peur également que ça revienne parce qu'ils savent que ça va revenir. Et puis, entre-temps, il y a cet état de stress permanent jusqu'au nouveau passage à l'acte violent. Et pendant ces temps-là, les enfants sont dans des états d'hypervigilance. Donc tout ça pour dire que les enfants qui vivent ces scènes de violence, ce climat de violence intrafamiliale, en fait, vous comprendrez bien qu'ils sont victimes, qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils sont dans des états de stress permanents, et il y a des réponses neurobiologiques au stress qui vont venir compromettre leur développement cérébral, et on a parlé de l'âge des tout petits enfants, donc avec un risque de troubles neurodéveloppementaux, mais évidemment chez le grand enfant, il y a également des risques. Donc il y a une symptomatologie clinique qui n'est pas spécifique, mais il y a une répercussion clinique de ce climat. Donc en fait, on m'avait demandé de présenter la diapo que j'avais proposée. En fait, tout ça pour dire que ces enfants qui évoluent dans ces climats sont dans de véritables situations de danger. L'enfance en danger, voilà, un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou les conditions de son développement sont compromis. Les enfants qui vivent ces climats de violence intrafamiliale sont des enfants en danger. Alors, il s'agit de les repérer, ces situations, pour les prendre en charge, accompagner, proposer de l'aide, soigner, répondre aux besoins en santé de ces enfants, les protéger. Et puis, il y a des fois où on est obligé d'alerter les autorités compétentes dans une visée de protection. Quand le parent n'est pas protecteur, ou lorsque l'on est dans des situations de très grave danger. Et alors là, voilà, quelle est la conduite à tenir dans les situations, face à une situation d'enfance en danger, d'une manière générale, mais vous avez compris que les violences intraconjugales étaient concernées. Donc, face à une situation de doute, il faut partager le doute avec un professionnel compétent, un confrère. Alors les professionnels compétents, ce sont les professionnels de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, mais il y a depuis la loi de 2016 un médecin référent protection de l'enfance dans chaque département qui est là pour être l'interlocuteur entre les professionnels de santé et le monde de la protection de l'enfance et qui peut réfléchir avec vous face à ces situations, mais vous pouvez également contacter les médecins référents hospitaliers protection de l'enfance. Dans chaque hôpital du département, un médecin a été désigné comme un référent. L'idée, c'est que, quel que soit le lieu du département où vous exercez, vous ayez au plus proche de votre lieu d'exercice un correspondant pédiatrique avec lequel vous pourrez travailler. Et dans la salle, il y a le docteur Amouche qui est référent pour le centre hospitalier d'Aix. Donc, un médecin référent pour chaque centre pour chaque service de pédiatrie de chaque hôpital du département. Donc dans les situations de danger, de risque de danger, avec des parents non protecteurs, et c'est très important ça, le fait que le parent ne soit pas protecteur, eh bien on réalise une information préoccupante que l'on adresse à la CRIP du département, la cellule de recueil des informations préoccupantes, pour qu'il y ait une évaluation de la situation de danger.
qu'elles soient infirmées ou confirmées et que des aides adaptées soient proposées. On peut joindre la CRIP par mail, par téléphone, par courrier. Dans les situations d'urgence, d'extrême gravité, de nécessité de protection immédiate, de mise à l'abri, voire de nécessité d'enquête au niveau pénal, eh bien, il faut informer le parquet à travers un signalement. Et là, vous avez les adresses et les correspondances des 3 tribunaux du département, Marseille, Aix-en-Provence et Tarascon. Et à chaque fois qu'on fait un signalement, on met la CRIP en copie. Voilà, c'était censé être rapide. Je serai disponible pour des questions, mais je peux conclure en disant que le médecin, c'est le défenseur de l'enfant. Donc, en effet, il y a les violences intrafamiliales qui concernent les parents, mais il y a aussi les enfants à repérer et à protéger. Merci. Merci infiniment. Voilà, j'ai le mauvais rôle de devoir conclure. Encore une fois, merci infiniment à vous, mesdames, surtout. Merci à The Camp aussi pour leur accueil et pour la technique. Prochain jeudi de l'ordre, le 1er juillet, sur le lien ville-hôpital, notamment autour de la médecine d'urgence. Voilà, merci à toutes et tous. Bonne soirée.